Alors, ce qui est caractéristique dans Illustrator, c'est que je peux très bien amener dans ce document des images RVB, voire même des images CMJN, ou alors même mettre des couleurs CMJN, ce n'est pas un problème. Parce que c'est comme InDesign, c'est un logiciel d'intégration, on l'a déjà dit. Ce n'est pas comme dans Photoshop où quand on décide de travailler en RVB, il n'y a que du RVB. Quand on décide de travailler en CMJN, il n'y a que du CMJN. Non, ici, il peut y avoir les deux qui cohabitent. C'est-à-dire que je peux aller chercher, pour ce rectangle ici, une couleur CMJN et la mettre. Ce n'est pas un problème. Voilà, je peux aller chercher des couleurs CMJN. Donc vous avez compris qu'elles sont forcément moins vives, en fait. Elles sont forcément moins vives. Voilà la couleur magenta la plus vive qu'on peut obtenir en CMJN. Si je compare au magenta RVB, voilà. Bon, il y a des limitations. C'est bridé. Mais certaines personnes aiment travailler comme ça en CMJN dans Illustrator. Ils savent que, enfin peut-être pas à chaque fois, je crois qu'il y en a qui ne sont pas vraiment au courant, mais pour simuler d'un bout à l'autre de la création le CMJN. Alors voilà, on va enregistrer le document. Et on va faire un export PDF dans InDesign, parce que InDesign est plus performant pour ça. Alors il faut que je vous dise que dans InDesign, je n'arriverai à récupérer que ce qui se trouve sur le plan de travail. S'il y a des choses qui sont en dehors du plan de travail, ça ne va pas marcher. Par exemple, je vais faire des rectangles allongés ici. Voilà, ils sont en dehors du plan de travail. Ils ne seront pas dans InDesign. Je ne pourrai pas les récupérer, les placer dans un document InDesign. Si je veux les placer dans un document InDesign, il faut que j'agrandisse le plan de travail avec l'outil plan de travail. Ce n'est pas interdit. Voilà. Ou alors, il fallait que je les déplace dans la zone du plan de travail. Donc ça, il faut le savoir. Vous êtes très libre, je vous l'avais dit, de dessiner même en dehors du plan de travail dans Illustrator, ce n'est pas un problème, mais pour InDesign, ce sera un problème. Il faudra absolument récupérer les choses, aller les rechercher, comme ça, en agrandissant le plan de travail. Peu importe que le plan de travail soit à dimension ou pas, hein, je peux le faire déborder comme ça complètement, ce n'est pas du tout un problème. Ok? Il n'y a pas de problème. On s'en fout en fait, parce qu'en fait c'est dans InDesign qu'on va déterminer le format du document. Donc ici, le plan de travail, sa dimension, ça n'a pas trop d'importance. Bon, il fait combien ici? 50 cm sur 27. Ben oui, j'ai tellement agrandi mon A4 original que je suis maintenant à un format de 50 sur 27, mais ça n'a pas d'importance. Ok, j'enregistre et je vais aller dans InDesign. Alors, dans InDesign, s'il veut bien se montrer, voilà. Voilà, vous êtes dans InDesign. On n'a pas remis à zéro InDesign. On aurait pu. Hein. C'est la même chose que pour Illustrator. CTRL-ALT majuscule au démarrage. Et la différence, c'est que InDesign vous met un message qui vous demande si vous voulez remettre à zéro. Contrairement à Illustrator, il va vous mettre un message. Photoshop aussi fait ça. Mais je n'ai pas remis à zéro InDesign ici. Ça devrait, il ne devrait pas y avoir de problème. On ne va pas y rester très longtemps, en fait. Tiens. Si je compare à Illustrator, la palette des outils de InDesign est un peu petite. Même ça, c'est dans l'interface. On peut aller régler ça. Certainement. Bon, peu importe. C'est dû aux écrans qui contiennent beaucoup de points, en fait. Hein. Les écrans récents. Ok. Donc, je suis dans InDesign. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'avais pas encore amené le document Illustrator dedans. Hein. C'était juste la fenêtre du document Illustrator qui était visible derrière InDesign. Là. Alors, on va créer un nouveau document. Fichier, nouveau document. OK. Alors, notre illustration, on va faire une seule page. Donc, vous pouvez décocher page en vis-à-vis. Bien que ça n'aura pas beaucoup d'influence ici, mais autant faire les choses proprement. Donc, dans InDesign, je décoche page en vis-à-vis dans la boîte de nouveau document.
Oui, je vais faire un document pour l'impression. Format, format A3 vertical, par exemple. Ben oui, soyons fous. A3 vertical. C'est vrai que mon document Illustrator était A4 horizontal, mais je peux très bien faire une affiche et faire finaliser le texte dans InDesign. InDesign est plus facile pour manipuler le texte que Illustrator, en fait. Donc si vous voulez faire des affiches, des flyers, peut-être pas des flyers, mais parce que les effets spéciaux dans Illustrator sont intéressants quand même. Mais il faut savoir que le texte dans InDesign est plus facile à utiliser que celui de Illustrator. Donc on peut très bien, dans un document InDesign, amener une illustration Illustrator et mettre du texte autour dans InDesign. Utiliser les outils de InDesign pour le texte. Ok, donc format A3 vertical. Et ben c'est tout, c'est bon. Ok. Alors, dans InDesign, vous avez également quelque chose qui s'appelle édition, espace de fusion des transparences, et vous avez RVB et CMJN. Mais en fait, ça n'influence que la visualisation des transparences, des effets de transparence. Quand vous avez des objets dont les couleurs se mélangent parce que vous avez mis de la transparence sur l'objet du dessus, le résultat sera différent. Et il va vous montrer ce que ça donne avec le calcul RVB et le calcul CMJN. Donc attention, ce n'est pas exactement la même chose que dans Illustrator, ceci. Donc vous laissez comme ça, vous pouvez faire votre document comme ça. On va aller chercher, fichier importer. On va aller importer notre document Illustrator. Voilà, là vous pouvez faire un clic et glisser sans problème. Même dans ces 6. Alors, il y en a qui ne connaissent pas InDesign, je suppose. Bon, attention, une fois que vous avez fait le clic et glisser, après avoir importé l'image, quand le curseur était chargé, je remontre. Fichier importé. Je vais chercher l'image. Pas celle-là, l'autre, voilà, celle-là. Ok. Je fais un clic et glisser. Voilà. Alors attention, une fois que vous avez fait ça, ceux qui ne connaissent pas InDesign, pour redimensionner l'image, ils vont essayer d'utiliser la flèche noire, mais pas du tout. Si vous utilisez la flèche noire pour redimensionner, en fait, vous allez recadrer. Voilà. C'est pas ce qu'on veut. Édition annulée. Il faut utiliser en fait l'outil de transformation de InDesign. Et là, vous prenez une poignée du coin. Avec la touche majuscule enfoncée, vous allez pouvoir faire un redimensionnement proportionné. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. On n'a pas l'outil de recadrement. Vous n'avez pas l'outil de transformation? Il est en dessous sans doute. Ah oui, mais écoutez, mettez votre palette des outils InDesign en 2 colonnes, ce sera plus facile, comme ça vous serez synchro avec moi. Il était caché par un autre outil? Par l'outil rotation, quelle misère. Ça ne m'étonne pas, on a déjà eu ça. Voilà, donc outil de transformation avec la touche majuscule, on arrive à dimensionner. Bien. Bon, ici ça se voit pas trop, mais en fait, oui. La qualité d'image n'est peut-être pas toujours optimale dans InDesign, alors il faut parfois aller dans le menu affichage, performance d'affichage et demander affichage de qualité supérieure. Dans le menu affichage, performance d'affichage, demander affichage de qualité supérieure. C'est souvent aussi surprenant pour les débutants dans InDesign, c'est quand ils amènent une image, elle a l'air d'être de mauvaise qualité. Oh bah écoutez, on va tester. Oui, en plus de notre illustration, on va amener une image. Vous pouvez aller chercher rapidement une image sur le web, ou alors vous utilisez une image que vous avez été chercher hier. Voyons un peu ça. On va essayer de taper convenablement. Voilà. Donc je vais chercher des images, et pour bien faire, je vais aller chercher une image avec de la couleur assez vive, en fait. Si on arrive à trouver quelque chose ici. Oh, si j'avais tapé un clown plutôt qu'un animal, je tombe sur des couleurs plus vives directement. Ok.
Voilà. Elle est minuscule, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire un test. Pour une impression offset, ce serait trop peu. Elle est en JPEG, c'est pas grave. Je vais l'amener comme ça dans InDesign. Attention, si votre bloc qui contient votre illustration, vous avez amené dans InDesign, s'il est sélectionné le bloc, s'il est activé comme ça, au moment où vous importez l'autre image, il va falloir absolument décocher l'option remplacer l'élément sélectionné. Parce que je ne vais pas amener la nouvelle image dans le bloc qui contient mon illustration. Et oui, faites attention à ça. Ok, je vais chercher l'image du clown. Donc elle n'est pas arrivée dans mon illustration, à la place de mon illustration, puisque j'ai décoché remplacer l'élément sélectionné. Et voilà. Et j'ai l'image du clown. Et bien entendu, je pourrais mettre du texte et composer une affiche avec ça. Et alors, vous pouvez très bien faire sortir l'illustration en dehors des limites de la page, à 3. C'est ça l'intérêt. Une fois que vous avez fait votre illustration dans Illustrator, peut-être que le cadrage pourrait être amélioré en laissant tomber une partie de l'illustration. Ici, c'est un peu arbitraire, évidemment. Et alors, vous avez dans le bas de la palette des outils, si vous l'avez mise en 2 colonnes, vous avez l'icône de droite, aperçu, qui vous permet de voir uniquement ce qui sera imprimé, en fait. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Vous agrandissez votre illustration avec l'outil de transformation manuelle et vous positionnez de manière à recadrer. En fait, vous laissez tomber une partie de votre illustration et ça franchement, c'est une étape où vous allez pouvoir améliorer votre travail. Ah tiens. On dirait que j'ai fait une gaffe à un certain moment. Pas très grave. Ok. Alors, le document InDesign, là, je vais l'enregistrer. Donc, c'est une mise en page avec du RGB. Du RGB de Illustrator, du RGB de la photo. Ça pourrait être aussi du RGB qui vient de InDesign. Si je crée un bloc dans InDesign, vous ne le faites pas ici nécessairement, mais sinon ça fonctionne quand même de la même manière que Illustrator. Si vous avez réussi à le faire dans Illustrator, vous arriverez à le faire dans InDesign. Je viens de créer avec l'outil création de rectangle, je viens de créer un bloc là. Dans la palette nuancier, je vais demander de créer une nouvelle couleur de type RVB et je vais pouvoir mettre une couleur très vive. Ok, voilà. Donc ça, c'est un bloc qui vient de InDesign. Ça pourrait être du texte aussi, du texte avec du RVB dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, je ne vous demande pas de faire parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de InDesign et donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà. Ok. Donc des couleurs vives, que ce soit sur du texte, des éléments InDesign, des couleurs vives qui viennent de Illustrator, des couleurs vives qui viennent des photos. Tout est RVB en fait ici. Non, il n'y a pas tout qui est RVB. Il y a des formes ici dans Illustrator qui étaient en CMJN. C'est pas un problème. Voilà.
Ça va? Vous avez votre mise en page? Bon, ben, je vous explique comment faire. Si vous devez envoyer ça chez un imprimeur, vous allez envoyer un PDF. Et ça va intégrer la police de caractère que vous avez utilisée, ça va intégrer les images, tout ce que vous avez mis dans le document va être dans le PDF, non modifiable par l'imprimeur. Il n'y a pas de risque qu'il aille chipoter et que ça foire. Et ça se fait en faisant fichier exporté. Et tant qu'à faire, à l'exportation, on va faire une version avec les couleurs converties en CMJN. Donc, fichier exporté. Je vais indiquer ici à la fin que c'est la version CMJN. Voilà, version CMJN. Enregistrer. Ah oui, on exporte quoi? Vérifiez bien que vous êtes en train d'exporter un PDF pour l'impression. PDF pour l'impression. Enregistrer. Et voilà la boîte qui arrive. Voilà. Ici, on va aller à la rubrique repères et fonds perdus. On va cocher tous les repères d'impression. Ça veut dire que je coche la ligne qui s'appelle tous les repères d'impression. Je peux décocher repères de fonds perdus. Ça, c'est pour ajouter des éléments qui sont nécessaires à l'imprimeur pour imprimer correctement la fiche. Ici, à fond perdu, je vais ajouter 3 mm. À quoi ça correspond? Pour ceux qui ne savent pas, j'explique rapidement après. Donc, c'est dans repères et fonds perdus. J'ai enclenché les repères, mais j'ai désenclenché ensuite repères de fonds perdus. Et puis, le fond perdu ici, j'ai mis 3 mm. Bien sûr, ça s'est mis dans tous les cartouches puisque la chaîne est là enclenchée. Et alors ici, à sortie, je vais dire que je fais une conversion de couleur. Conversion vers la destination. Et alors l'imprimeur vous dira vers quelle destination il faut convertir. Ça sera fonction du type de papier que vous avez choisi chez lui au départ. Le type de papier, c'est le profil, c'est la destination. Donc, il vous parlera peut-être de l'Euroscale, que vous avez là plus bas dans la liste. Il vous parlera peut-être d'un format d'une norme plus récente, comme le Fogra 27 par exemple, ou vous avez une cote de Fogra 29. Ça, c'est du papier non couché, c'est-à-dire qu'il est graineux, il n'est pas lisse. Pour imprimer les photos, c'est un peu pourri, mais au niveau du ressenti, quand les gens ont ça en main, c'est intéressant que le papier soit graineux. C'est ce qu'on utilise pour les invitations typiquement. Vous n'envoyez pas une invitation pour un mariage sur du papier lisse. En général, si on veut que ce soit un peu classieux, on va prendre du papier graineux, du papier pas brillant, du papier... hein? Ça dépend, oui. Ça peut se faire... En général, les invitations pour des événements prestigieux, on essaie de sortir de l'ordinaire et on va utiliser un papier qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui s'éloigne du papier magazine et du papier avec un pelliculage. Mais chacun est particulier. Alors voilà, par exemple, je convertis vers la destination papier non couché, Fogra 29. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bon, il y avait d'autres choses à faire certainement, mais... Ah oui, la compression, en effet, c'est là que vous déterminez le nombre de pixels par pouce des images, en fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça. La résolution effective, oui, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de ça. Donc 300 pixels par pouce pour l'offset en général, c'est bien. Et on en parlait hier, hein, les méthodes de calcul. Photoshop, on avait parlé ça, méthode de calcul pour multiplier et diviser le nombre de pixels. Eh bien, en fait, elles sont là. Voilà. Elles ne portent pas le même nom, mais elles sont là.
C'est les méthodes de calcul, ces trois-là. Interpolation A, échantillonnage A, sous-échantillonnage bicubique A. Voilà. Lors de la formation Illustrator avancé, si vous voulez, demandez-moi qu'on aille plus dans le détail à ce niveau-là, au niveau de l'exportation et des méthodes de calcul. On fera des tests. Ici, c'est juste une formation d'introduction générale. Et donc voilà, c'était pour répondre à la question. La compression, elle est à 300 pixels par pouce pour l'offset, c'est parfait. Eh bien, oui, dans général, vous avez peut-être intérêt à cocher ceci, afficher PDF après exportation, comme ça il va s'ouvrir tout seul. Dans général, afficher le PDF après exportation. Vous cliquez sur exporter et ça calcule. Et voilà, vous avez le PDF qui est là. Alors, quand tu dis qu'on n'a pas choisi CMJN, en fait, si on a choisi, parce que le faux gras 29 qu'on a, ou 39, je ne me souviens plus, c'est un profil de presse offset, c'est du CMJN. Donc, la conversion de RVB à CMJN doit forcément se faire. Si on avait choisi une destination RVB, comme une télévision, par exemple, typique pour un PDF, c'est un peu bizarre, mais bon, il y aurait une conversion de RVB vers RVB, des RVB différents. Mais là, on a fait forcément une conversion vers du CMJN parce qu'on a choisi un profil de destination CMJN. Ah, la gestion des couleurs, tout ceci, c'est une question de plusieurs jours pour comprendre et de plusieurs semaines pour assimiler, pour intégrer. Je suis désolé, c'est une matière relativement difficile. Ce n'est pas du pouce-bouton. Je sais qu'il y a certains centres de formation où on vous explique comment calibrer un écran, comment faire le profil d'une imprimante en 2 jours. Et c'est très cool. On est avec sa tasse de café en main en train de faire le profil de l'imprimante, le profil des écrans, et on teste comme ça. Mais ça, ce n'est que le début en fait. Un enfant de 12 ans peut faire ça. Faire le profil des appareils, faire la carte d'identité couleur des appareils, arriver à dire à l'ordinateur comment les appareils fonctionnent en faisant un profil couleur, c'est super facile. C'est après utiliser les profils, c'est difficile. Et oui, et ça demande de la pratique. C'est vraiment un plus si vous maîtrisez ça. Je m'adresse surtout à ceux qui veulent être infographistes, en fait, ici. C'est vraiment un plus de pouvoir écrire sur son CV qu'on a des notions de color management, donc gestion des couleurs avec les profils ICC. Je précise parce que certains recruteurs, responsables ressources humaines, ne sont pas très au fait de la technique, et si vous mettez sur votre CV que vous connaissez la gestion des couleurs, ils vont s'imaginer que vous êtes en train de dire que vous savez faire de la retouche photo dans Photoshop. Donc on en est à ce point-là en fait. Donc l'interface parfois entre la personne qui recherche un emploi, qui envoie son CV, et les techniciens qui sont à l'arrière en train de bosser, l'interface n'est pas toujours très bonne. Il faut parfois être assez explicite. Ok, alors qu'est-ce que vous remarquez au niveau des couleurs? C'est terni. Vous avez tous remarqué que les couleurs se sont ternies. Forcément, elles étaient super vives, c'était des couleurs RVB. Elles ont été converties. Alors, la manière dont elles ont été converties ici, ça aurait pu être mieux fait, parce qu'on n'est pas entré dans le détail. Et il y a les modes de rendu, le gamut mapping, on appelle ça, qui peut donner un résultat différent. Donc, sachez-le, on n'est pas allé dans le détail, mais on a fait une conversion aussi vers un papier qui est très peu performant au niveau des couleurs. Le fait que le papier soit graineux, ça peut donner un côté classieux, intéressant, mais pour imprimer des photos, c'est pas génial. Je vous montre juste le gamut mapping, c'est une des options dont on n'a pas parlé et qui concerne la manière dont on convertit d'un espace couleur large comme le RVB vers un espace couleur plus étroit comme le CMJN. Donc moins performant en fait. Quand je parle de large et d'étroit, ça veut dire beaucoup de couleurs vives pour le large et peu de couleurs vives pour le étroit. Ok, juste par curiosité, on va faire une exportation vers un autre format sur du papier lisse. On va voir ce que ça va donner. Fichier exporté.
Ici, je vais dire que c'est la version CMJN couchée. Donc, je suis dans InDesign, je fais fichier exporté. À la fin du nom, j'indique version CMJN couchée. Hein, donc, c'est toujours une exportation en PDF pour l'impression. Alors, tout ça, votre imprimeur peut vous l'expliquer aussi. Quand on fait un travail d'impression, il y a une chose que les imprimeurs détestent, c'est les gens qui viennent avec le travail déjà fini. Un client, là, comme ça, qui débarque, on ne sait pas d'où, on ne l'a jamais vu, il vient avec son boulot à imprimer. Les imprimeurs détestent ça. Ce que les imprimeurs veulent, c'est un client qui, avant de commencer le boulot, va les rencontrer, on va choisir le papier, on va discuter du format, combien ça va coûter, est-ce que c'est possible de le faire? Et alors, avec toutes les infos que l'imprimeur va vous donner, y compris comment régler vos logiciels, notamment pour l'export PDF aussi, eh bien, vous allez pouvoir faire un document imprimable. Les imprimeurs sont des gens qui sont très gentils, en général, mais ils peuvent être détestables si on les regarde de haut et si on ne collabore pas avec eux. Donc, mais dès qu'on collabore avec eux, ils sont vraiment charmants. Voilà. Il y a des raisons historiques à ça. Hein. Il faut savoir que les imprimeurs étaient une corporation extrêmement puissante à un certain moment. Et donc, il y a des raisons historiques à ça. Alors voilà, je fais une exportation vers du CMJN couché cette fois-ci. La différence par rapport à tout à l'heure, je vais toujours réenclencher ça. Voilà. Le fond perdu, voilà 3 mm. La sortie conversion vers la destination, mais cette fois-ci, je vais choisir pas du faux gras 28, non, c'était pas 28 qu'on avait choisi, c'était du 29, voilà. Ah oui, au fait, ici, web, ça ne veut pas dire Internet, hein, ça veut dire que l'alimentation de la presse est par bobine. Dans ce cas-ci, web, ça veut dire bobine. Ok, donc c'était du faux gras 29 qu'on avait choisi, du papier non couché, ben, on va faire sur du papier couché cette fois-ci, du faux gras 39. Voilà. Donc je pense que c'était les deux choses qu'on avait faites. Les trois choses qu'on avait faites. Les repères, augmenter le fond perdu, 3 mm, et la sortie, convertir vers une certaine destination. Et voilà. Alors voyons un peu au niveau des couleurs. Eh bien oui, il y a une différence. Hein. Le papier couché est plus lumineux, il permet d'imprimer plus de couleurs différentes, et donc vous devriez remarquer que le PDF que vous visualisez là a des couleurs un peu moins désaturées. Ça se voit surtout ici dans cette couleur-là, sur mon écran ici, et peut-être pas sur la projection là, mais sur mon écran ici, ça se voit que les couleurs ne sont pas toujours les mêmes. Ok. Bon, je ferme les deux PDF là que je viens d'exporter. Ok, alors je vous montre la suite. Votre PDF, vous l'avez fait en RVB parce qu'il est multipurpose. Vous ne voulez pas seulement faire de l'impression offset, vous voulez peut-être aussi le montrer sur un écran. Votre portfolio à diffuser en PDF. Et bien sûr, la version que vous allez diffuser pour visualiser sur un écran sera une version RVB. Et pour ça, je fais fichier exporter. Ça peut toujours être un PDF pour l'impression, ce n'est pas un problème. Version RVB cette fois-ci. Voilà. Les repères et fonds perdus, je ne les enclenche pas. Qu'est-ce que c'était au fait les repères et fonds perdus? Bon, j'en ai pas parlé, mais il y en a qui connaissent. C'est ça en fait les repères et fonds perdus. C'est les traits de coupe qui sont là aux quatre coins de la page. Les hirondelles, les repères de montage. Les gammes de gris, les gammes couleurs pour le contrôle couleur au moment de l'impression. Et alors, il y a les traits de coupe. Il y a le fond perdu en fait. On avait demandé que ça déborde de 3 mm au-delà de la zone qui sera finalement diffusée. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus parce qu'on n'a pas l'occasion et on y reviendra si vous êtes à la formation avancée. On y reviendra à ce qu'est un fond perdu. Il faut absolument utiliser les fonds perdus. C'est ce qui va différencier vos créations. Ça va leur donner un côté professionnel. Le fait que les images et les blocs couleurs aillent jusqu'au bord des feuilles.
Si vous laissez un bord blanc, comme si vous imprimiez sur une photocopieuse couleur, vous passez à côté de vraiment la possibilité de donner un côté professionnel à vos documents. Il faut faire des photos qui vont jusqu'au bord. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Ok, alors ici, sortie, ben, aucune conversion de la couleur, donc normalement ça devrait rester en RVB. Je pourrais convertir vers une destination, si c'est pour diffuser sur le web, vers une destination qui sera le sRGB, donc le profil qui décrit le matériel bas de gamme que la plupart des internautes utilisent, le matériel de bureautique, les moniteurs de bureautique, c'est le sRGB. Donc on pourrait éventuellement même faire une conversion vers un profil RVB qui est le sRGB. Mais ici, je vais carrément dire aucune conversion de la couleur. Donc pas de repère et fond perdu. Voilà. Exporter. Et voilà, vous avez un PDF avec des couleurs flashy. Donc le même document peut servir à faire une impression chez un pro en CMJN ou être diffusé sur un écran comme ça. Si je compare la version InDesign ici à droite et la version du PDF RVB, c'est la même chose au niveau des couleurs. Si votre PDF est destiné à être imprimé sur une imprimante jet d'encre, qui est beaucoup plus performante que l'offset au niveau de la couleur, la saturation, il faut faire un PDF RVB. Les imprimantes jet d'encre, elles veulent du RVB. Elles veulent du RVB, les imprimantes jet d'encre. Si vous envoyez du CMJN à vos imprimantes jet d'encre, vous passez à côté de toute une partie des couleurs que l'imprimante peut imprimer. Alors oui, ta question, en fait, je voulais en parler. Quand on fait fichier exporté dans InDesign, on a la possibilité de faire une exportation vers du PDF interactif. C'est quoi? C'est du PDF RVB d'office, avec une couche interactive, des boutons, de la vidéo intégrée, du son. Donc c'est ce qu'on appelle le PDF interactif. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un PDF. Le RVB, on peut choisir, c'est ça, en choisissant PDF impression, et après on met RVB. Donc le PDF impression, si ton document InDesign contient des couleurs RVB comme le nôtre, tu as le choix de faire un export RVB ou CMJN. PDF interactif, ce sera d'office du RVB. Et il y a plein de possibilités interactives, donc comme je dis, du son, des feuilles qui tournent. Vous avez certainement vu ça, un PDF, et on s'approche du coin de la page et on a la possibilité, avec un clic et glisser, de tourner les pages avec un effet d'animation. Voilà, ce sera le PDF interactif. Ça aussi, c'est tout un morceau. Hein. C'est plusieurs jours pour apprendre le PDF interactif. Et malheureusement, ce n'est qu'une des manières de diffuser des documents interactifs. Il y a également le DPS, les livres électroniques, les sites web, évidemment. C'est tout un monde, hein, l'interactivité. Je vous invite vraiment à aller vers ça. Si vous avez le goût vers tout ce qui est interactif, intégration de multimédia dans des documents, allez-y parce que c'est intéressant.